Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niwa d'Info. Un réel plaisir de vous retrouver également. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. 48 heures après le vote de samedi 26 août, les Gabonais sont toujours dans l'attente des premiers résultats d'un triple scrutin. Quelques 850 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour, en plus de la présidentielle, voter pour les législatives et les municipales. Une élection à bulletin unique pour les candidats à la présidentielle et à la députation. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, élu pour la première fois en 2009 après la mort de son père Brig en troisième mandat face à 13 autres candidats. Mamadou Diouf, on va d'abord évoquer le déroulement des scrutins qui se sont donc déroulés sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers. Pour l'opposition gabonaise, je cite, c'est très mauvais pour la crédibilité de ces élections. Qu'en pensez-vous? Mais l'opposition gabonaise a parfaitement raison. On cache quoi pour vouloir que les autres ne viennent pas? Puisque tout le monde sait le système qui se passe avec les observateurs. Vous avez des observateurs comme ceux qu'on a vus, des Africains qui sont allés être observateurs des élections en Russie. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais vous êtes allés observer quoi? Parce que quand on dit observateur, on s'attend à des personnes qui ont elles-mêmes une certaine indépendance, qui ne sont pas financées par le parti qui organise les élections, qui viennent faire leur travail d'observation et qui rendent compte, et au moment de rendre compte, qui disent ce qu'ils ont constaté. Puisque les observateurs ne viennent pas pour publier des résultats. Et dans le principe même, ils doivent être là avant le scrutin. Regarder la campagne électorale, regarder la distribution des cartes d'électeurs, regarder l'affichage, etc. Parce que tous ces éléments participent à la tenue d'un scrutin dans de très bonnes conditions. Mais très tôt, le Gabon avait dit clairement à l'Union européenne en particulier, puisqu'ils avaient demandé, pas du tout, les journalistes qui ont voulu aller pour couvrir, parce que les élections, c'est un événement, on leur a refusé carrément la possibilité de pouvoir couvrir. Donc, c'est ceux qui étaient sur place qui ont pu participer à ces élections. Même ce qu'on faisait d'habitude, il y avait des observateurs africains, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'observateurs venant de l'Union européenne, mais même ces groupes d'observation africains, on n'a pas accepté. Donc la question que ça pose, c'est de quoi on a peur que ces gens-là puissent voir au point de dire on va faire nos élections, que personne ne vienne voir comment on va faire ces élections. Mais ça ne change absolument rien parce que les Gabonais sont là. Et quand les résultats seront publiés, mais les gens nous diront est-ce que les résultats ressemblent à ce qu'ils ont vu dans les urnes et dans les procès-verbaux, même s'il n'y a pas d'observateurs. Justement, d'après le pouvoir, les scrutins se sont déroulés sans incident majeur, mais qu'est-ce qui a entraîné justement la suspension de médias internationaux comme RFI et France 24, mais également la coupure de la connexion Internet dans le pays? S'ils appellent incident de la violence, ils ont raison. Mais en matière d'organisation, il y a eu beaucoup d'incidents. Puisqu'il y a eu des lieux de vote, mais qui ont ouvert des heures après. Pas seulement au Gabon, mais même à l'étranger. C'est le cas de la France, par exemple. Les lieux de vote ont ouvert bien tard, 3, 4 heures parfois après. De sorte que même ils ont été obligés, dans certaines zones au niveau du Gabon, de prolonger les élections. Deuxième élément qui était également un couac par rapport à l'organisation des élections, le candidat de l'opposition, quand vous venez dans certains bureaux de vote, lui, son bulletin n'est pas là. Alors que c'est lui le candidat de l'opposition. Pourtant, d'autres qui étaient de l'opposition et qui au dernier moment se sont rangés derrière lui, eux, leurs bulletins sont là. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est de créer la confusion au niveau des populations pour que les gens pensent que tel est candidat alors qu'il ne l'est pas. Celui qui est censé être le représentant de l'opposition, il n'a pas son bulletin de vote sur place. Les observateurs, comment on les appelle encore, les responsables d'opposition qui devaient être là pour constater comment le vote se fait, mais il y en a qui ont été arrêtés. Mais en ce moment, il y a un problème. Quand on organise des élections de façon libre, transparente, la meilleure preuve qu'on organise de façon libre, transparente, c'est de laisser les gens venir regarder, de constater tout ce qui se passe et de reporter ensuite ce qui s'est passé pour que tout le monde sache que les élections se sont déroulées comme il se doit. Et c'est ça la garantie qui permet
d'empêcher une contestation, ou bien quand il y a une contestation, la contestation n'aura pas de poids puisque les gens n'auront pas vu ce que les gens sont en train de contester. Mais ici, pour le moment, tout ce que l'on voit, c'est tout le contraire d'une organisation, d'une élection de façon démocratique, libre et transparente. Le fait que les journalistes n'aient pas pu obtenir d'accréditation, en plus de l'absence d'observateurs internationaux, est-ce que c'est la preuve, comme le pense l'opposition, que les conditions n'ont pas été, toutes les conditions n'ont pas été réunies pour une éventuelle alternance au Gabon? En fait, l'alternance, c'est une chose, l'élection, c'est une chose. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas vouloir faire de l'alternance à partir d'un scrutin. Quand on veut qu'il y ait alternance dans un pays, vous prenez le temps pendant 2 ans, au moins, de faire le travail qu'il faut pour créer les conditions d'une alternance. L'opposition gabonaise ne l'a pas fait. Il faut le dire clairement. Il faut voir même comment ils ont peiné à avoir ce candidat unique qui, dans le cas actuel du Gabon, s'impose. Ce n'est pas une question de stratégie. C'est pourquoi je parlais de procédure. Ce qui a été fait quelques mois avant les élections, mais on a changé certaines règles du jeu. Le Gabon était retourné à l'élection à 2 tours. On a ramené l'élection à un seul tour. Dans une élection à un seul tour, il n'y a pas de deuxième, il n'y a qu'un premier. Troisième, cinquième, là, ça ne sert absolument à rien. L'opposition devait le comprendre très tôt. Et dès qu'on a dit que ça sera un seul tour, soit vous êtes en mesure de vous opposer, vous empêchez cela, soit vous n'êtes pas en mesure, vous cherchez un candidat unique et vous préparez le terrain. Mais regardez, le candidat unique, il a eu combien de jours de campagne parce qu'on a mis du temps avant de s'entendre autour de ce candidat unique. Deuxième chose que le pouvoir gabonais également a fait par rapport à ces élections, normalement dans des élections, même quand les élections sont rassemblées, couplées comme on dit, mais il y a un bulletin pour la présidentielle, il y a un bulletin pour les élections législatives. Mais par un jeu extraordinaire, ils ont présenté un bulletin qui est en même temps le bulletin pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative. Donc si je veux voter pour un président, mais je veux voter pour une autre personne pour que la personne aille à l'Assemblée, parce que je suis sûr que cette personne-là va nous représenter correctement à l'Assemblée, je ne suis pas en mesure de le faire parce que en votant pour le président de la République, je vote en même temps pour sa liste au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui fait que parfois les gens sont contre le couplage des élections en disant que l'élection présidentielle risque d'influencer l'élection législative, alors que l'élection législative, c'est une élection dans des localités, ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Maintenant, si on a refusé à RFI, France 24 et TV5 de pouvoir continuer leur travail, mais c'est à cause de ça. Il y a des choses qui se font et on ne veut pas qu'on rende cela public. Parce que tout ce qui ont un tant soit peu le sens de la démocratie, mais la première chose que les gens vont faire, c'est de dénoncer d'abord, puisque c'est anormal. Mais la deuxième chose, c'est que, comme l'a dit l'opposition, mais c'est l'image du Gabon qui se retrouve complètement par terre à une heure où on devrait pouvoir quand même au Gabon organiser des élections pour une population d'électeurs de moins de 1 million de personnes. On devrait pouvoir organiser des élections et à 19h même, on sort les résultats. Albert Ondo, ça on va parler de lui, âgé de 69 ans. Il est présenté comme le principal opposant au président sortant. Il avait été désigné par des candidats ayant rejoint la plateforme Alternance 2023 ou A23. Cette alternance a-t-elle beaucoup de chance face au parti historique de la majorité, le PDG? Elle a des chances, non pas en tant que regroupement, mais par rapport au contexte et le désir des Gabonais de vouloir une alternance. Mais s'il faut regarder au niveau de l'opposition, le travail qui devait être fait n'a pas été fait parce que pendant un temps, c'était la bousculade. Mais Albert est une surprise. On ne l'attendait pas pour qu'il soit le représentant de l'opposition, puisqu'il y a eu pendant longtemps des débats entre des personnes qui étaient effectivement sur le terrain. Albert est pratiquement un candidat indépendant, si on peut l'appeler ainsi, mais à défaut de pouvoir s'entendre sur un politique, on s'est entendu sur une personne en se disant qu'au moins, lui n'étant pas dans les camps habituels, tout le monde va pouvoir se mettre derrière lui. C'est ce qui nous crée tout le temps des problèmes. C'est pratiquement un candidat par défaut. Bien qu'il a la stature, c'est un universitaire qui a été doyen de la faculté de droit et des sciences économiques. C'est quelqu'un qui a été dans le gouvernement, pas sous Bongo, mais sous le père, Oumar. Il a fait le gouvernement de 2006 à 2009. Il a été dans le même gouvernement avec Ali Bongo à l'époque.
Et quand il est sorti de ce gouvernement en 2009, il a été une fois candidat à l'élection présidentielle. Mais le score était plutôt catastrophique parce qu'il avait fait 0,020% à l'époque. Donc ce n'est pas un nouveau venu par rapport à des élections en tant que telles. Les deux difficultés qui se présentent devant lui, c'est qu'on s'est entendu extrêmement tardivement sur sa personne pour ne pas pouvoir vendre la personne, faire le travail qu'il faut pour pouvoir l'aider à gagner. L'autre difficulté, dès qu'on s'est entendu sur sa candidature, il a voulu prendre l'avion pour aller animer un meeting quelque part, on l'a empêché de se déplacer. Et c'est pourquoi on ne veut pas des observateurs, parce que tout ça, c'est des faits qu'il faut retracer. Il ne faut pas attendre le jour du scrutin et dire que le scrutin s'est passé normalement. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bagarre. Mais quand on a empêché des gens de faire campagne pour une élection, mais le scrutin pose problème, même si le jour du vote, il n'y a pas eu de problème. Il y a des règles qui n'ont pas été respectées auparavant. Et c'est ça qu'on ne voulait pas que les observateurs constatent. C'est ça qu'on ne voulait pas que certaines radios plutôt écoutées en Afrique. Parce que même si les gens sont contre, c'est ça la réalité. Ça prouve également que ces radios sont écoutées. Parce que sinon, pourquoi à chaque fois s'en prendre à eux quand il y a un problème dans un pays? Le Gabon, il faut le savoir, depuis son indépendance en 1960, a connu trois présidents. Quels enjeux présentait ce triple scrutin? En fait, la situation au Gabon, à part Léon Mba qui est passé, on est passé par Omar Bongo, puis son fils Ali Bongo. Et d'habitude, quand cette situation se présente dans un pays, on parle de dynastie. D'ailleurs, au Gabon, c'est ce que les gens disent, c'est ce qu'Ondo disait, il faut qu'on arrête avec la dynastie Bongo, ça suffit. Et il n'est pas le seul à le penser, puisque, comme on le dit à chaque fois, mais vous avez des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui n'ont jamais connu autre chose que Bongo comme président de la République. Il s'y ajoute le fait que malgré les richesses du Gabon, le Gabon n'est pas là où les Gabonais l'attendaient. Il y a eu de la contestation, rappelez-vous que lors de la dernière élection, mais le président actuel l'a échappé belle. D'ailleurs, l'opposition Jean Ping a toujours continué à contester ces élections au point même de s'auto-proclamer président de la République. Parce que quand les résultats sont sortis, il y avait à peu près moins de 6 000 voix de différence. Mais ce qui veut dire que même si effectivement Jean Ping n'a pas gagné, mais le nombre de Gabonais qui ne voulaient plus du président Ali Bongo était quand même important. Maintenant, on est entre deux élections. Quand on prend cette élection comme repère, est-ce qu'entre-temps, Ali Bongo a fait des choses qui font que les Gabonais qui veulent de lui sont devenus plus nombreux? Ou est-ce qu'il a fait des choses qui font que les Gabonais qui veulent de lui sont devenus moins nombreux? Mais ce sont ces résultats de ces élections qui devraient pouvoir nous le montrer, à condition, bien sûr, qu'on fasse des élections qui se passent dans les normes et qu'on publie ce qui est sorti dans les urnes. Parce que ça également, c'est un problème en Afrique. On a des élections qui sont organisées, on fait une publication. Moi, je suis journaliste, plusieurs fois, on a vu des choses comme ça, où tu es allé dans un centre de vote, tu as été témoin au moment où on proclamait les résultats. À l'époque, tu photographiais tout. Après, tu entends à la radio, on donne les résultats du bureau où toi-même tu étais présent quand on a affiché le procès verbal. Et entre-temps, par je ne sais pas quelle sorcellerie, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, les chiffres ont changé. Je crois que, en fait, c'est honteux, quoi. À quoi bon organiser des élections dans ces conditions? Et c'est pourquoi, comme je le dis tout le temps, il faut dénoncer les coups d'État. Voilà peut-être un coup d'État qui est encore en préparation, qui va être un coup d'État électoral. Mais pour moi, tous les coups d'État sont des coups d'État. Ils sont à dénoncer. Ce n'est pas avec des coups d'État que nous allons avancer dans nos pays. Y aurait-il une explication à cela, ce retard à publier les premiers résultats après le vote de samedi? À mon avis, il n'y a aucune explication pour aucun pays aujourd'hui pour que les résultats tardent à être publiés. Et généralement, le fait de retarder la publication des résultats, c'est ça qui entraîne la violence. Il n'y a aucune raison. De plus en plus aujourd'hui, vous prenez Excel simplement. On vous dit qu'il y a 30 000 bureaux de vote. Vous fabriquez vos 30 000 bureaux de vote sur Excel. Rien qu'avec le téléphone, on vous donne les résultats, vous les mettez en place. En 2 heures de temps, vous avez le résultat des élections. Donc il n'y a aucune raison. Malheureusement, quand on veut tripatouiller les résultats des élections, il faut avoir suffisamment de temps
pour créer des équilibres, faire en sorte que quand même l'opposant puisse gagner quelque part, parce qu'on ne peut pas dire qu'on l'a gagné partout, et faire un jeu pour qu'il perde là où il y a le plus de monde, qu'il gagne là où il y a le moins de monde. Comme ça, quand on fait le total, il n'est pas en mesure d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir même être au second tour, s'il y a second tour. Bon, quand c'est un seul tour, malheureusement, il n'y a pas deux chances, il y a une seule chance, et c'est le premier simplement qui passe. Très rapidement, Madu, le Gabon, ancienne colonie française, est considéré comme un des pays les plus stables de la région centrale d'Afrique et l'un des pays piliers de la France Afrique. Quels sont les atouts du Gabon et quelle est son influence dans la région centrale? Le Gabon n'a pas véritablement d'influence dans cette région pour dire les choses comme elles sont, puisque c'est vrai que le père Omar Bongo avait une certaine influence, le fils n'a pas été capable de porter le manteau du père comme le père l'avait porté. Maintenant, la relation avec la France est restée pratiquement comme telle. Et pendant la campagne, mais dans les revendications des populations gabonaises, comme on le voit en Afrique de l'Ouest, vous avez également cette revendication panafricaniste, souverainiste, qui veut que le Gabon revienne aux Gabonais et que la priorité de l'État du Gabon soit les Gabonais et pas autre chose. Donc il y a ces aspects qui sont ressortis au niveau de la campagne électorale et qu'on avait déjà vu lors de la dernière élection avec Jean Ping qui faisait des déclarations extrêmement fortes. Alors qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, il était lui-même dans le gouvernement d'abord avant de devenir un opposant. Donc il avait dit des choses qui gênaient de sorte que tout le monde a vu comment on s'en est pris à lui de façon violente, même pratiquement à un certain moment, parce que son discours dérangeait fortement et le discours trouvait une certaine satisfaction au niveau des populations du Gabon. Alors justement, alors même que les Gabonais attendent toujours les premiers résultats du vote de samedi, le principal candidat de l'opposition, Albert Ondo, s'est accusé dimanche le pouvoir de fraude et revendiquer une victoire à la présidentielle. Ce sont des déclarations qui peuvent à nouveau entraîner des manifestations dans le pays. Moi, je ne suis pas d'accord avec des déclarations de « je suis gagnant ». Quand on organise des élections, il y a des règles. Vous avez accepté les règles du jeu, autant il faut exiger du pouvoir, que le pouvoir respecte les règles du jeu, autant il faut exiger de l'opposition que l'opposition respecte les règles du jeu. Ce qu'il doit faire, et j'espère qu'il l'a fait, c'est d'avoir suffisamment de personnes qui sont témoins au niveau des bureaux de vote pour que quand les résultats seront publiés, qu'ils soient en mesure de publier des comptes résultats. Rappelez-vous le cas de la RDC, c'est la SEMCO, c'est l'Église catholique qui avait réussi à le faire avec 40 000 observateurs qui ont sorti les résultats bureau de vote par bureau de vote, montrant que le président dit élu n'a pas été élu par les urnes, il a été élu dans un coin quelque part entre un très petit nombre de personnes. Mais quand l'opposition n'est pas capable de le faire, après on rentre dans un problème sans fin. L'opposition va déclarer sa victoire en n'étant pas en mesure de démontrer sa victoire. Mais on dira l'opposition a dit, au lieu de dire l'opposition a gagné. Mais vous allez au tribunal, si vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez gagné également, vous allez perdre. Et généralement, c'est les manifestations et ça redevient ce qu'on connaît en Afrique. Quand on fait des élections, au lieu que ça soit un élément qui vienne consolider la démocratie, c'est un élément qui vient créer des problèmes en matière de démocratie parce que c'est les manifestations, les interdictions, les arrestations, parfois malheureusement des morts, des blessés et des exilés. Le président sortant au Gabon, Ali Bongo Ondimba, sera-t-il reconduit à la tête du pays? En tout cas, les résultats des élections de samedi vont nous situer tous une actualité à suivre sur Niwa d'Info. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite du programme de Niwa de soir, tout de suite, après le journal, ce sera Regard croisé.